Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue pour une émission qui sera consacrée exclusivement, comme vous pouviez peut-être vous en douter, à Jacques Chirac. Mais il y a encore des sujets qu'on n'a pas abordés dans ce qu'a été la vie de l'ancien président. On commencera par s'interroger, on va découvrir tout de suite le sommaire en images, si nos invités ont ou non la nostalgie de Jacques Chirac. En tout cas, c'est le cas des Français, selon un sondage que nous publions ce matin dans Le Figaro. Nous parlerons aussi de ces étonnantes confidence de Jacques Chirac à un homme qui a été un de ses proches, l'historien et éditeur Jean-Luc Barré. On en publie les bonnes feuilles encore dans le Figaro aujourd'hui. Ce sont des moments peut-être de vérité de Jacques Chirac et nous reviendrons sur ces diverses confidences. Nous parlerons aussi de Jacques Chirac, l'homme qui aimait les cultures lointaines. C'est bien sûr l'inspirateur du musée des Arts Premiers. Peut-être est-ce paradoxal chez un président qui aimait aussi le terroir et l'agriculture française. On reviendra sur cet apparent paradoxe. Et puis nous parlerons de Jacques Chirac, maire de Paris. Ça a quand même duré 18 ans. Et nous nous poserons cette question ensemble. A-t-il été le seul vrai grand maire de Paris? Nous parlons de ces 4 sujets éminemment chiraciens avec Laurence Marchand-Taillade. Bonsoir. Vous êtes essayiste, vous êtes la présidente du mouvement Force laïque et votre livre sur ce thème, L'urgence laïque, a été publié aux éditions Michalon. Guillaume Bernard est là aussi. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences à l'Institut catholique d'études supérieures et auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Jackie Isabello est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Jackie, vous êtes un communicant bien connu. Vous êtes le cofondateur de l'agence Coriolink. Vous avez écrit avec Thibault Langsade « En finir avec la dictature du salariat », c'était aux éditions Éditea. Et puis vous avez été le collaborateur de Jean-Pierre Raffarin quand il n'était pas Premier ministre, mais ministre de Jacques Chirac. Et peut-être qu'on reviendra sur un ou deux souvenirs que vous avez de cette époque. Et puis Adrien Matou est là aussi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à Marianne. Marianne qui consacre sa couverture de cette semaine à cette session décidément douloureuse d'Alstom à General Electric et vous titrez « La nouvelle trahison ». On va donc parler de Jacques Chirac. Je vous propose de prendre connaissance d'abord, si vous ne l'avez pas encore vu, de ce sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, qui nous révèle que 79% des Français considèrent que Jacques Chirac était un bon président, et puis plus des 2 tiers, 67%, se dit attristé par la mort de l'ancien président. Les responsables politiques aussi font état de leur tristesse et de leur émotion, notamment le Premier ministre, c'était ce matin sur RTL. Ému parce que j'ai été très ému quand j'ai appris la nouvelle hier. Et un peu nostalgique parce que c'est une partie d'une France qui passe et sans être un coutumier de la nostalgie et en sachant que c'est la nature des choses que les gens passent et que la France continue. Oui, j'éprouve une certaine forme de nostalgie. Du nouveau monde, de reconnaître que celui d'avant avait aussi son charme. Jacques Chirac n'est pas seulement regretté par les grands de ce monde, il a aussi laissé un souvenir ému à ses collaborateurs anonymes. Écoutez le témoignage de Francis Muda, c'est un gendarme à la retraite qui a été un des proches collaborateurs du président. Il arrivait d'un voyage... il prenait l'avion, il se posait à Paris. La première des choses qu'il faisait quand il descendait de la voiture, il venait nous dire bonjour. Il nous disait, vous n'avez pas vu monsieur, madame Untel, il connaissait tout le monde. Voilà, et puis un dernier témoignage avant d'ouvrir le débat, celui de Pascal Coste, c'est le président actuel du conseil départemental de la Corrèze où Jacques Chirac était élu, à Ussel comme député, conseiller départemental aussi. Et évidemment, quand on parle de Chirac et de la Corrèze, les vaches ne sont jamais loin. Et lui, il savait décrocher le téléphone. Moi, je recevais régulièrement des petits coups de fil en me disant « Alors, comment ça va, les vaches, c'est comment, le monde rural ?» Voilà, où il s'interrogeait sur des choses, il posait des questions. Laurence Marchand-Taillade, est-ce qu'on est tous aujourd'hui un peu nostalgiques, un peu orphelins de Jacques Chirac, ou est-ce que médiatiquement, on en fait un peu trop ?
Alors, je ne peux pas me prononcer pour tous, mais en tout cas, je vais parler pour moi et pour le ressenti que j'ai autour de moi. C'est que ce qu'on reconnaissait à Jacques Chirac, c'est sa qualité de représentation, c'est-à-dire que c'était un homme d'État et qu'il incarnait très bien la France et surtout qu'il aimait les Français. Parce que dire qu'on aime la France quand on est un homme d'État, c'est facile, mais aimer les Français comme il l'a fait, c'est différent. Et moi, ce que je retiendrai de son mandat, c'est le fait que c'est lui qui a eu le courage d'installer la commission Stasi, de rappeler l'importance de la laïcité. La commission Stasi, c'était celle qui avait débouché sur la loi de 2004, interdisant interdisant effectivement les signes ostentatoires à l'école, mais légiférant aussi sur la fonction publique et sur l'hôpital. Et on voit à quel point il était moderne à l'époque, puisque aujourd'hui, après tous les détricotages qui ont notamment été faits par les ministères de gauche, eh bien finalement on se rend compte qu'aujourd'hui on a encore plus besoin d'un président qui aurait ce courage. Et manifestement, eh bien c'est fini ce temps-là. Donc c'était l'homme de la laïcité. De la République. Et de la République. Adrien Amatou, vous êtes très jeune pour avoir peut-être connu néanmoins Jacques Chirac aux affaires, mais quels souvenirs en gardez-vous ? Ah, mais justement, c'est intéressant parce que je pense que les gens de moins de 30 ans, ils ont un souvenir de Jacques Chirac qui existe vraiment, mais qui est peut-être moins politique que les autres. C'est-à-dire que on a connu la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac, mais reste quand même le souvenir du personnage qui est éminemment sympathique. Et finalement, peut-être que le souvenir est encore meilleur, puisqu'on se souvient de quelqu'un qui est sympa, qui parle au Français, voilà, sans vouloir faire de comparaison. Je le vois mal humilier des Français dans la rue, devant les caméras, par exemple. Jacques Chirac, c'est pas du tout le style. Comme vous considérez qu'Emmanuel Macron l'a fait ? Voilà, peut-être, mais il y a une différence de style. Voilà, et je dirais, on dit il aime les Français, mais moi je pense que c'est plus que ça, il est français en fait. C'est peut-être le président le plus français depuis longtemps. C'est-à-dire que... il incarne une époque et finalement, peut-être qu'on est aussi nostalgique de l'époque que du personnage d'ailleurs. C'est quand même un paradoxe qu'il soit apparemment très apprécié des jeunes générations, alors qu'en 2006, des dizaines de milliers de jeunes étaient dans la rue pour hurler contre le contrat première embauche, le fameux CPE, qui était supposé faciliter l'entrée des jeunes générations sur le marché du travail, mais qui a été considéré comme un contrat de bas niveau. Non mais d'ailleurs, c'est assez curieux parce que finalement, plus on s'éloigne de la date à laquelle un personnage est sorti de la politique, plus il se dépolitise. Et Jacques Chirac, c'est devenu une icône un peu pop. Il y a des t-shirts Jacques Chirac. Il y a plein de gens de 15 ans qui n'ont jamais connu Jacques Chirac président et qui ont des t-shirts où Jacques Chirac est une espèce de John Lennon de la politique, quoi. Donc finalement, je pense que c'est aussi la dépolitisation de son image qui fait qu'il est populaire. Guillaume Bernard, dites-nous, est-ce que vous avez un t-shirt Jacques Chirac ? Non, je veux bien le collectionner, mais je ne le porterai vraisemblablement pas, je dois le reconnaître. Non, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont la nostalgie de Jacques Chirac. Je comprends que le personnage assez empathique, qui était un homme en campagne permanente et qui avait incontestablement, je dirais, une vraie efficacité de ce point de vue-là, puisse plaire. En revanche, je pense qu'on passe peut-être un peu vite sur la carrière globale de Jacques Chirac, quoi. C'est quand même l'homme qui est capable d'être une girouette politique, de faire le discours de Cochin, l'appel de Cochin de 78, et puis ensuite... L'appel de Cochin, qui est une critique très forte de Giscard et de l'intégration européenne. L'intégration européenne, d'une Europe déracinée. Et en même temps, en 92... trouvant de bon augure pour essayer d'envisager de gagner la présidentielle de 95, d'appeler à voter oui pour le traité de Maastricht. C'est quelqu'un qui se présente comme un gaulliste, ou qui en tout cas a phagocyté le parti gaulliste, mais qui accepte la cohabitation, ce qui est parfaitement contraire à l'esprit de la Ve République, qui met en place le quinquennat, et qui, lorsqu'il perd le référendum de 2005, ne démissionne pas. C'est parfaitement anti-gaulliste à tout point de vue. Donc voilà, c'est un personnage effectivement assez compliqué, sans doute avec certains aspects sympathiques, mais qui fait que, pour ma part, je n'ai aucune nostalgie de Jacques Chirac, et je ne vous le cacherai pas, en tant que personne attachée, je dirais, à une certaine moralité des mœurs, je ne lui pardonnerai jamais la loi Veil. La loi Veil. Voilà. Et est-ce que vous lui reconnaissez des vertus gaullistes quand il s'oppose au président Bush pour l'intervention en Irak ? C'est peut-être la seule fois où effectivement il a eu une position de type gaulliste, où il a essayé de maintenir l'indépendance nationale par rapport à d'autres, comment dire, aux implications et aux rapports de force internationaux. Là, de ce point de vue-là, effectivement, il l'a été par l'entremise de Dominique de Villepin, mais pour le reste, il a plutôt été un atomisateur, et de son camp politique,
la création de l'UMP en 2002, c'est mettre le centre et la droite ensemble pour que le centre puisse coloniser intellectuellement la droite. Il a été, oui, un fossoyeur des institutions, à mon sens. Jacques Isabello, est-ce que vous serez moins sévère que votre voisin ? Moi, vous savez, ce matin, je me suis levé et je me suis insulté devant ma glace parce que j'avais un t-shirt Manger des pommes, les jeunes avec Jacques Chirac. Parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai connu cette période. Et j'étais avant chez Madeleine, donc à l'époque où personne n'était avec Chirac, on a fait la campagne. Et je l'ai jeté il y a quelques années parce que, voilà, en vieillissant, on fait ce que tout homme déteste faire, c'est-à-dire s'élargir un peu du tour de taille. J'ai une vision complètement opposée à ce que vous voulez dire, donc c'est marrant de voir en tout cas que vous avez une vraie... juste sans vouloir polémiquer, mais là où vous avez complètement raison, c'est que cet homme incroyable, c'est le yin et le yang. Vous l'avez dit, on l'a appelé Facho Chirac à un moment. Il l'a porté pendant très longtemps. Ça a été un homme qui a porté des mesures sociales durant toute sa carrière. Il a fait la NPE, il a fait l'autorisation administrative de licenciement qui, pour les gens de droite aujourd'hui, on se ferait jeter des cailloux si on osait revendiquer ces aspects-là. C'était quelqu'un qui avait une fibre sociale. Ouais. Il a eu une position... Mais il a aussi supprimé l'impôt sur la fortune. Il a supprimé, bien sûr, l'impôt sur la fortune. Mais là, bon, je parlais des aspects sociaux. C'est quelqu'un qui a été capable de faire signer des pétitions pour l'appel de Stockholm, qui s'opposait au développement de l'arme atomique. Et en même temps, il a su comprendre qu'il fallait faire ces derniers essais nucléaires pour pérenniser une arme militaire qui avait besoin de se réformer. Donc c'est quelqu'un qui a été pétri de contradictions parce que c'était un politique total. Et sur l'aspect culture, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il le cachait. Jacques Chirac était une bête politique. Certes, il avait envie de garder son jardin secret, mais enfin bon, il y a plein de choses dont on ne parlera pas pendant 2-3 semaines qui sont de son jardin secret et que tout le monde sait, c'est pas le sujet du jour. Mais c'est juste parce que, par rapport à ses adversaires politiques, et fils de Pompidou, il pensait que la culture n'était pas quelque chose qui, dans sa conquête politique, pouvait le servir. Et notamment, on va y revenir. Parce qu'il était un grand fan de courants religieux et culturels, confucéens, les arts mélanésiens et tout ça, qui étaient complètement en dehors de cette culture européenne on va en reparler, assez cartésienne. Donc c'était quelqu'un qui était... après, c'était aussi un recordman. Enfin, je veux dire, Chirac, il a mis 30 ans pour y arriver, il a connu tous les jobs. Et à ce titre-là, quand même, c'est quelqu'un qui représente ce que doit être l'homme politique, un intermédiaire entre des petites gens, des gens un peu plus installés et le pouvoir politique. On pourra lui faire tous les reproches, mais pas celui de ne pas avoir voulu comprendre le peuple qu'il a dirigé. Et comment est-ce qu'on voyait le président de la République quand on était jeune collaborateur d'un ministre du gouvernement Juppé avec Chirac à l'Élysée? Il était très loin, bien sûr, de vous. Mais... Et ils avaient ce point commun avec Juppé. Juppé faisait très droit. C'est quelqu'un qui était très cartésien, mais qui écoutait beaucoup. Chirac, c'est pareil. Il était drôle comme ça, il était très organisé. Vous savez, dans cette famille-là, on disait 2 trucs. On disait, à l'UDF, leur jeu préféré, c'est de savoir qui est plus intelligent que l'autre. Et au RPR, c'est de savoir comment on gagne une campagne. Donc vous pouviez être intelligent au RPR, mais il fallait être un militaire. Et dans l'armée, à un moment, on a besoin de fantassins parce qu'une guerre se gagne sur le terrain. Donc vous voyez, il avait cette caractéristique-là. Et quand on était un jeune collaborateur, eh bien on voyait, moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas le bac et qui sont devenus chargés de la logistique à l'Élysée. Les partis politiques enrichissaient les collaborateurs, les faisaient grandir, les formaient, leur faisaient des Benalla, il y en avait partout au RPR. Des gens qui n'avaient pas forcément de diplôme, moins que Benalla, parce qu'il en a quelques-uns, et qui ont fait des carrières formidables, parce que c'était une machine de formation. Et Chirac avait instillé cet état d'esprit au sein des partis qu'il a créés. Quelle hagiographie! Bah oui, absolument. Magnifique. Voilà. C'est vrai que la politique, c'est une guerre. Et la manière, effectivement, dont il a pris le pouvoir à l'UDR pour le transformer en RPR. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Ah oui, ça ne me surprend pas, mais enfin, les gens qui parlent de trahison vis-à-vis de Giscard, il faut arrêter. Enfin, ce sont des hommes politiques. Il n'y a pas de trahison quand vous faites un choix. C'est un opposant. Est-ce que Marc Landré n'est pas là, mais est-ce que Nadal trahit Federer quand il le bat dans un match? Enfin, il faut arrêter. Marc Landré, par rapport à Giscard. Voilà, Marc Landré, le patron du service France, qui est un grand fan de Federer. Du Figaro économique, est aussi un grand amateur de tennis. Vous l'avez compris, l'avis de nos internautes, avez-vous la nostalgie de Chirac? Bah écoutez, c'est plus partagé que chez les Français. 52% répondent oui, donc 48%
sont peut-être sensibles aux arguments développés par Guillaume Bernard. Bronito nous dit « J'ai un peu la nostalgie de la situation de la France sous Chirac. En était-il responsable ?» Point d'interrogation. Et Elan fait ce constat. Il a fait élire Mitterrand. Ça, c'était en 81, où effectivement, on peut dire qu'il ne soutient pas vraiment Valéry Giscard d'Estaing, qui se retrouve au second tour. Clairement. Il fait élire Mitterrand, fait monter le centre et fait augmenter l'immigration par le regroupement familial. Je propose de nous arrêter quelques minutes sur ces confidences de Jacques Chirac recueillies par Jean-Luc Barré, historien, éditeur, qui a été le collaborateur de Jacques Chirac pour la rédaction de ses mémoires. Et il y avait un certain nombre de choses, de confidences de Jacques Chirac, qu'il n'a pas voulu écrire ou que Jacques Chirac ne voulait pas être rendu public et qui vont paraître dans un livre qui sort la semaine prochaine, mais dont le Figaro publie dès à présent les extraits les plus forts. Alors, voici une confidence, par exemple, de Jacques Chirac. « Je n'ai jamais été de droite. » Laurence Marchand-Taillade, ça vous surprend cette phrase ou ça vous paraît cohérent avec le bonhomme ? Ça me semble plutôt cohérent. En même temps, j'ai le sentiment qu'on ne pouvait pas vraiment dire qu'il était ni de droite ni de gauche. Alors c'est un peu facile de dire ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, eh bien, quand il a fallu créer la NPE, il l'a fait. On ne peut pas dire que c'est vraiment une mesure de droite. Il a soutenu Simone Veil. Il a été bien un des seuls, d'ailleurs, à le faire. Et d'ailleurs, la loi n'est pas passée grâce à la droite à l'époque. Voilà, beaucoup plus que Giscard. Hein. C'est lui qui a insisté pour que Simone Veil rentre au gouvernement, pour qu'elle porte la loi. Et on le sait avec quelle grandeur elle l'a fait contre vents et marées. Et il était là pour la soutenir. Donc on peut dire que ça, ce sont des mesures plutôt de gauche. Et on peut considérer que la façon, effectivement, dont il défendait aussi l'émancipation, la laïcité, une certaine forme de culture populaire, eh bien, fait de lui, finalement, aussi bien un personnage de gauche qu'un personnage de droite sur différents aspects politiques qu'il a pu mener, avec notamment cette politique de privatisation. Donc j'ai envie de dire que, quelque part, c'était peut-être un radical. C'est entendu en même temps, Adrien Matou. C'est très intéressant parce que ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la droite. Oui, alors ça, on va pas y passer des années. Je peux m'en occuper si vous voulez, mais enfin. Mais ça Guillaume Bernard n'a même plus un livre. Non, mais c'est vrai que Chirac, contrairement à Mitterrand, n'a pas grandi dans un environnement de droite traditionnelle, de droite. Voilà. Ontologiquement, c'est pas quelqu'un de droite. Et on l'a vu sur tout l'aspect. Voilà, Guillaume Bernard lui reprocherait de ne pas être conservateur. Du coup, de ce point de vue-là, il n'est pas de droite. Après, si on a un point de vue plus fixé sur le côté économique des choses, sans être un libéral échevelé, il a quand même eu une période thatchérienne dans les années 80. Il y a beaucoup de privatisation, il y a la suppression de l'ISF. Ça, c'est entre 1986 et 1988, quand il est Premier ministre de la cohabitation. Et là, il est dans la période, il surfe sur la vague Thatcher-Reagan à ce moment-là. Après, on en fait un radical socialiste parce que culturellement, il renvoie ça. C'était pas non plus quelqu'un qui était marqué à gauche. Voilà, moi je pense quand même que c'était un homme de droite, mais ça pose la question de la définition de la droite. Et c'est pas une droite traditionnelle, c'est pas une droite conservatrice, c'est pas une droite catholique, voilà, tout ça. Guillaume Bernard, vous lui décerneriez un brevet d'homme de droite ou pas, Jacques Chirac ? Non, il s'est retrouvé sur la droite du spectre politique, parce que évidemment, la vie politique, ce sont des rapports de force. C'est-à-dire une force politique et un homme politique, il n'existe pas que par lui-même, il existe par rapport à ceux qui existent à un moment donné. Et donc par conséquent, il a pensé que c'était par le biais du mouvement gaulliste qu'il pourrait émerger. Il a liquidé les caciques de ce parti et puis il a favorisé l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, donc de l'orléanisme, du centro-libéralisme au pouvoir, pensant que ça libérerait de l'espace politique pour sa carrière politique. Donc honnêtement, je pense que c'est un très bon stratège. Il était aussi entouré de gens qui étaient assez efficaces, dont Charles Pasqua en particulier. Et puis, c'est un positionnement politique qui lui a permis d'être efficace. Je crois qu'il était à droite sur le spectre politique parce qu'il y avait Mitterrand qui occupait l'espace politique du centre-gauche. Ça ne signifie pas pour autant qu'il était philosophiquement de droite. Droite de situation plus que de conviction. Absolument. Jacques Isabello, il y a une autre phrase qui nous a frappé, un autre jugement plutôt de Jacques Chirac dans l'ouvrage à paraître de Jean-Luc Barré.
des propos très, très critiques sur François Fillon. Et quand François Fillon a été nommé Premier ministre, et à plusieurs reprises ensuite, à partir de 2007, donc, il disait « François Fillon à Matignon, ce n'est pas possible ». Ça vous a surpris, cette sévérité? Non, parce que du courant séguiniste, il y avait vraiment qu'avec Séguin qu'ils pouvaient tolérer toutes les oppositions qu'ils ont eues. Et c'est vrai que le côté assez froid, assez fielleux de François Fillon était à l'opposé de ce que Jacques Chirac appréciait. Et puis il pensait qu'il n'avait pas vraiment de colonne vertébrale. Dans cette interview, ce qui est assez fort, c'est ce qu'il dit sur Juppé. Vous avez vu, il est assez clair sur ce qui s'est passé en 1995. Il dit qu'Alain Juppé a hésité. En 1980. On se souvient, je repasse juste le contexte. Donc, 1995 arrive l'élection présidentielle. Édouard Balladur est Premier ministre. Théoriquement, c'est Jacques Chirac qui est le candidat naturel. Et voilà que Balladur se présente aussi. Et le RPR de l'époque se déchire entre soutien à Jacques Chirac et soutien à Balladur, dont Sarkozy. Et Jean-Louis Debré raconte cette anecdote où Juppé essaye de lui dire il faut le faire arrêter, il faut que Chirac arrête sa campagne. À cette époque-là, Séguin et Madelin sont les deux seuls ténors qui le soutiennent. D'accord ? Et la blague de la campagne, c'était « Oh là là, eh bien heureusement que Chirac a été réélu, parce que si jamais ça avait été Balladur, on aurait eu Juppé comme Premier ministre. » Donc les gens de la campagne se méfiaient énormément de Juppé, qui était virevoltant. Il est rappelé à l'époque que Alain Juppé, ne croyant plus à la capacité de Chirac de garder le pouvoir, est parti à Bordeaux. Parce que rappelez-vous que Chirac était élu dans le 18e arrondissement de Paris. Juppé était élu dans le 18e arrondissement de Paris au début de sa campagne. Fils de Chirac, il aurait dû être l'héritier naturel, et cet héritage a été transmis, on le sait, à un autre de ses collaborateurs. Et ces aspects-là sont assez peu connus. Alors ça ne les a pas empêchés d'avoir une très très bonne relation de travail, mais Juppé a eu ce matin la délicatesse et l'honnêteté de rappeler qu'il n'était pas non plus dans le premier cercle, comme Debré faisait partie de ce premier cercle. Et d'ailleurs, il a souvent endossé les grandes critiques qu'on a faites à Jacques Chirac, c'est-à-dire d'avoir oublié une partie de leur cerveau. Mais dans cette interview, il y a vraiment cette partie-là, et ça fait aussi partie du jeu parfois d'en parler. Et de l'histoire du chiracisme. Autre passage fort de cet article, peut-être moins surprenant, Adrien Matou, la détestation avec Nicolas Sarkozy. Il n'osait pas m'affronter en tête-à-tête, disait Jacques Chirac, et qui, selon Jean-Luc Barré, Jacques Chirac a donné un dernier coup à Nicolas Sarkozy quand, en 2011, il a dit officiellement en Corrèze « Je voterai François Hollande l'année prochaine ». Ouais, je pense que c'est un petit peu du même registre que ce qui concernait François Fillon, c'est-à-dire que c'est le côté politicien, ce qu'on appelle politicien, mais le côté affrontement entre grands fauves, c'est un peu le côté théâtral de la politique. D'ailleurs, c'est assez intéressant et amusant de voir que, comme Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac est quelqu'un qui est plutôt flexible idéologiquement, qui n'a pas une pensée fixe. Et c'est vrai que, notamment à droite, souvent les rivalités se construisent plus sur des rivalités de personnalité et sur l'opportunité d'être le grand chef. Et Sarkozy avait investi la famille. Bernadette Chirac adore Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr. Il était très très proche de Claude Chirac. Quand on dit il a trahi Giscard et Chaban, c'est déshonorer Giscard et Chaban, parce que ce sont des grands garçons, ils se sont opposés. Mais Sarkozy, c'était un fils naturel de Chirac. Oui. Et il avait investi ce premier cercle. Oui. Donc effectivement, à cette période-là, quand Sarkozy a commencé à s'approcher, et rappelez-vous, Nicolas Sarkozy était ministre du budget. Quand on est ministre du budget, on sait ce que ça veut dire d'avoir des informations fiscales. Oui. Il fut un temps où ça avait un poids dans une campagne politique. Donc, cette relation de trahison, elle est un peu plus fondée que l'a été. Mais tout ça pour dire que si le qualificatif de trahison est fondé, en tout cas, c'est pas sur des raisons idéologiques, c'est vraiment des rivalités de qui va être le leader, quoi. C'est pas vraiment sur des conflits politiques. Au sens noble du terme, entre guillemets. Deux témoignages de points de vue, plus exactement d'internautes. À nouveau, Bronito, qui nous dit « Je pense que la seule chose qui met tout le monde d'accord sur le bilan de Jacques Chirac est ce refus de suivre les Américains dans leur invasion illégale de l'Irak. » On en a parlé tout à l'heure. Et puis ce commentaire de Tristan « Je pense que Macron est en train de renouer avec l'héritage gaullien que la France avait maintenu jusqu'à l'arrivée de Sarkozy en 2007. » Oui, Macron gaullien, peut-être
peut-être Laurence Marchand-Taillade parce qu'il a une volonté de renouer avec le multiculturalisme. C'est peut-être ça qui veut... Multilatéralisme. Peut-être le multilatéralisme, pas le multicommunautarisme. Il n'y a pas tellement dans l'histoire de France de multiculturalisme. C'est plutôt, voilà. Pardon, j'ai dit multiculturalisme. Oui, je voulais dire multilatéralisme. Oui, comme quoi il ne faut pas utiliser trop de mots compliqués parce que sinon on se prend les pieds dans le tapis. Disons qu'en termes de politique internationale, je pense que Chirac avait beaucoup plus de finesse, avait aussi une culture particulière. Il était capable effectivement d'aller aussi vers des choses qui semblaient moins importantes à l'international pour d'autres chefs d'État que Macron, qui en réalité, moi j'ai le sentiment en tout cas qu'il joue uniquement sa partition et que ce n'est pas finalement l'image de la France ou les Français qu'il essaye d'emmener. On le voit dans la façon dont Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas suffisamment fort au niveau européen pour imposer des réformes qui seraient nécessaires pour la France. Je pense notamment à la question d'une Europe sociale, d'une Europe davantage politique, d'une véritable démocratie européenne qu'aujourd'hui il est dans l'incapacité d'imposer. Donc en réalité, comparer Jacques Chirac à Emmanuel Macron, je pense qu'on n'en est pas encore là. Si je peux me permettre sur cette question, ni Chirac ni Macron ne défendent la souveraineté de la France comme le faisait le général de Gaulle. Pour le coup, à part sur la question de la guerre en Irak, on ne peut quand même pas comparer leur idéologiquement. Chirac part tout seul et décide de bombarder les Serbes et il embarque toute l'Europe. Cet acte dont on ne parle pas était un acte essentiel en Europe, parce qu'il avait la connaissance de l'histoire de la Première Guerre mondiale et il savait très bien que ce territoire-là pouvait embraser l'ensemble de l'Europe et que pour la construction européenne, alors que ça n'était pas un Européen ni un européiste naturel, il l'a endossé et on n'en parle pas assez. Alors Macron, il est complètement chiracien dans la manière de faire de la politique. La manière dont il détruit la droite et le centre en étant assez loin des extrêmes, ça c'est totalement chiracien. Et Macron, il copie tout simplement ce qu'a fait Chirac. Chirac a tué Bayrou, il avait une stratégie pour affaiblir Bayrou au centre avec quelques leaders qui étaient plutôt des deuxièmes couteaux. Certains sont devenus premiers ministres. C'est totalement macroniste. Dans la stratégie politique, oui. Après, dans la façon de faire de la politique, peut-être pas. Oui, mais il y a une asymétrie temporelle. On va parler d'Emmanuel Macron, on va se focaliser sur Jacques Chirac. Abordons, si vous le voulez bien, une autre facette de la personnalité de Jacques Chirac, c'est ce goût pour les cultures, parfois lointaines. On connaît son attachement et sa connaissance très fine du patrimoine asiatique, de l'Extrême-Orient, mais il aimait aussi beaucoup l'Afrique. Écoutez cette confidence de Jean-Paul Delevoye, c'est aujourd'hui l'homme qui est chargé des retraites, de la réforme des retraites, mais il a aussi été un proche collaborateur de Jacques Chirac. Car n'oublions jamais cette dimension d'une extraordinaire culture des peuples, des identités, surtout la résonance africaine, c'est pas neutre. Quand vous allez en Afrique, les chauffeurs de taxi vous disent la France, ah oui, Chirac. Voilà, et puis chez Jacques Chirac, il y avait aussi parfois des positions qu'on appellerait peut-être tiers-mondistes, avec un discours assez critique sur la colonisation. Par exemple, celle du Portugal et de l'Espagne vis-à-vis de l'Amérique, celle aussi de l'élimination des Indiens d'Amérique. Écoutez cet autre souvenir de Jean-Paul Delevoye. Dans un repas officiel avec le président mexicain, on parlait des génocides, etc. Et il disait, non, attendez, le plus grand génocide, c'est celui des Amérindiens. Et il a raconté l'histoire du Mexique, à la limite presque mieux que ne le raconterait le président mexicain. Parce que c'est bien connu, les Aztèques étaient des gens extrêmement pacifiques qui ne faisaient aucun sacrifice humain. Oui, vous pensez que c'était excessif ? Est-ce qu'il y avait une forme de repentance, comme on dit aujourd'hui, dans ces convictions de Jacques Chirac, Guillaume Bernard ? Ou d'autoflagellation de l'occidental européen ? J'ai plutôt le sentiment qu'on est en face d'hommes politiques qui n'avaient pas comme principal objectif de défendre le bien commun du corps social dont ils ont la responsabilité, mais de défendre des valeurs abstraites. Voilà. Et donc, par conséquent, effectivement, les Français auraient la nostalgie d'un président de la République qui était extrêmement sympathique a priori quand il faisait campagne, mais qui, par ailleurs, a contribué très lourdement par le regroupement familial
à détruire la cohésion du corps social. Donc pour moi, effectivement, pour des raisons je crois économiques, que... rappelez-vous à l'époque que le constat économique, c'était de dire des capitaux sortent de la France et des capitaux très importants, et on est en train de créer une espèce d'aspiration économique. Et donc Chirac, à l'époque, qu'on soit d'accord ou pas, a pris la décision du regroupement familial sur des arguments purement économiques, en disant il faut cesser ça le problème. cette... C'est que ce sont des qui était une arguments purement économique. D'un côté, il y a quand même une différence entre lui, Mitterrand et ceux qui l'ont suivi, c'est que Jacques Chirac, il a pris conscience à un moment qu'il n'y avait pas d'intégration et qu'il fallait travailler pour l'intégration, ce qui n'a pas été le cas de Mitterrand, parce que ça a été un sacré cirque dans les banlieues, ce qui n'a pas été le cas de ses successeurs, qui ont préféré laisser tomber les valeurs et les principes républicains pour finalement accepter la montée du communautarisme et les résultats qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut quand même lui reconnaître ça et arrêter d'en faire quelqu'un qui a fait exploser l'immigration. Je veux bien entendre ça, mais en réalité, l'immigration aujourd'hui, elle est tout à fait comparable, et non seulement elle n'est pas maîtrisée, mais en plus, les principes qui vont derrière ne sont plus du tout imposés. Donc là-dessus, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ces valeurs, elles n'étaient pas évanescentes, ces valeurs, elles étaient concrètes chez lui, et c'est à mon avis la raison pour laquelle il était tellement attaché au peuple africain, au peuple asiatique, parce que je rappelle qu'il s'est battu aussi pour les boat people, c'est parce que justement, il avait des valeurs humanistes, et que pour lui, il y avait une chose qui était importante, c'était l'être humain. Voilà, mais pas les enfants à naître. C'est-à-dire que la même année, en 1975, la loi Veil qui conduit à liquider 200 000 enfants à naître par an, et par ailleurs le regroupement familial. Donc la substitution. C'est incroyable de dire une chose pareille. C'est la loi, voilà, c'est pas comparable. la loi Veil sur l'interruption volontaire. Mais il était capable de de dire à Deng Xiaoping, non, vous vous trompez, il n'y a pas eu 12 empereurs ça, il y a des chances avant. Que Xiaoping... Et donc, mais quand même par rapport à ça, je crois que c'est important de dire, je pense que Chirac, qui était un homme politique, qui n'était pas un perdreau de l'année, ne pensait pas que ces valeurs culturelles lui serviraient pour sa conquête du national. D'aller expliquer au peuple français qui était en train de se redéfinir qu'il était un grand spécialiste de l'art africain, je ne suis pas persuadé que ça lui aurait servi. En revanche, d'expliquer qu'on était un spécialiste de Stendhal quand on était Mitterrand, eh bien, vis-à-vis de l'intelligentsia, vis-à-vis d'une certaine pensée germano-patine, politiquement, ça a servi à Mitterrand. Juste un exemple. Ce matin, sur une grande radio nationale, Madame Zinzou rappelle ce qu'a fait Chirac pour le Bénin. Et la question de la journaliste, sans vraiment vouloir le faire, elle dit « Mais vous ne pensez pas qu'il plaçait les cultures au-dessus de la culture occidentale ?» Elle lui dit « Vous n'avez pas compris ?» Justement, Chirac voyait qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les cultures. Et ça, politiquement, pour lui, c'était invendable. Donc ces choses-là, évidemment, il les a masquées parce qu'il savait très bien la difficulté déjà qu'il avait à vendre cette espèce de grand gars virevoltant, agité, comme disait Giscard. Alors, elle a expliqué que les valeurs du monde pouvaient se trouver ailleurs, et notamment dans les cultures africaines. Rappelez-vous le pataquès en France, quand Sylvain Guggenheim a expliqué que la culture européenne avait été traduite par des traducteurs islamiques. Mais rappelez-vous, alors si Chirac avait commencé à expliquer que c'était un grand spécialiste de ça, mais sa carrière politique aurait été, je pense, complètement vidée de son essence. Et il avait déjà suffisamment de difficultés à faire adhérer tous les leaders politiques pour progresser. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Jacques Chirac semblait plus intéressé par ces cultures lointaines, peut-être que tout simplement par l'histoire de son propre pays. Mais à Paris, il a fait beaucoup, écoutez ce témoignage de Philippe de Villiers, recueilli par le Figaro Live hier. Comme ça va assez vite, je vous donne la punchline tout de suite. Il pensait, Jacques Chirac, l'histoire, je m'en fous. Alors, en fait, on le retrouvera peut-être tout à l'heure, cette phrase « Moi, l'histoire, je m'en fous », nous a expliqué Philippe de Villiers hier. On l'écoute tout de suite. L'histoire, je m'en fous. Voilà. Et c'était pas son truc. Et d'ailleurs, l'Occident non plus, il préférait l'Orient. Voilà. Alors, l'Occident non plus, c'était pas son truc, il préférait l'Orient. Adrien Matou, est-ce que c'est un mauvais procès? Ou est-ce qu'on peut dire, parce que c'est un fait, que Jacques Chirac montrait une attention très forte à ces cultures, par exemple orientales, et que dans le même temps, il s'opposait à ce qu'on mentionne les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution européenne, comme s'il y avait une préférence pour le lointain? Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que j'ai du mal à saisir cette idée de compétition entre les cultures, comme si l'on appréciait, si l'on s'intéressait plus
à une culture asiatique ou africaine, ça signifiait qu'on retirait autant de sa connaissance de la culture française. Il me semble pas que Jacques Chirac était quelqu'un de totalement inculte ou de méprisant de la culture française. D'ailleurs, quand on parle de... Alors vous dites loin du terroir, mais justement, au contraire, il était connu pour être quelqu'un qui aimait le terroir, qui connaissait les régions de France. Mais pas forcément alors c'est peut-être pas la grande culture académique. Agricole, peut-être. Oui, mais ça montre bien que ça ne diminue pas, on ne diminue pas son amour de la France en s'intéressant ou même en appréciant les cultures d'autres pays, même si je ne suis pas dans le relativisme absolu. Mais je pense vraiment que c'est un mauvais procès. Non, mais que l'on puisse s'intéresser et avoir même des connaissances scientifiques sur des cultures étrangères, c'est parfaitement honorable et recommandable. La question, c'est de savoir, est-ce que quand il prend des décisions politiques, lorsqu'il fait des choix politiques, est-ce que, et alors c'est là où je suis extrêmement choqué, est-ce que, oui, la culture qui est la sienne et dont il a la responsabilité politique doit avoir la priorité sur d'autres? C'est ça la question. Une sorte de préférence nationale. Naturellement, bien sûr. Je vais prendre un exemple justement. Je ne pense pas du tout que Jacques Chirac ait abaissé la culture française ou abaissé la France en reconnaissant la responsabilité du gouvernement français dans la rafle du Veldiv. Il a dit la France, il n'a pas dit le régime, c'est ça la différence. Oui, mais... Qu'il y ait une responsabilité du régime, c'est évident. De l'État français, je ne pense pas du tout qu'il est... parce qu'on parle beaucoup de repentance, etc. Alors certes, il faut pas être dans la repentance perpétuelle, comme si la France était un pays abominable qui n'a fait que du mal. Mais le fait de regarder son histoire dans les yeux, c'est pas forcément la détester. Voilà, on rappellerait cet épisode injuste parce que nos internautes l'ont pas forcément en tête. Donc c'est ce qu'on appelle le discours du Veldiv, où Jacques Chirac, président de la République, depuis peu, reconnaît la culpabilité de la France dans la déportation des Juifs, et pas seulement du régime de Vichy, ce qui était jusque-là la version officielle, entre guillemets, voulue par De Gaulle, par Mitterrand, en disant la vraie France, elle était à Londres et elle n'était pas à Vichy. Mais la culture, il a bien vu que ça n'avait pas servi Pompidou. Et comme c'était un pompidolien, il n'était pas spécialement gaulliste, il a unifié la famille gaulliste, mais il était avant tout pompidolien. La culture, politiquement, quand vous êtes conseillé, vous l'avez dit, par Marie-France Garot, par Juillet, vous faites des analyses comparatives. La culture, c'était Mitterrand. Pour un Chirac qui était ce qu'il était, il fallait surtout pas aller... Et le contre-exemple, à Paris, la politique culturelle de Jacques Chirac à Paris, mais elle est louée par tout le monde. Le Châtelet, le musée de la poésie, il a été un fervent défenseur d'une culture traditionnelle française qu'on adore à Paris. Politiquement, pour lui, au national, ça n'était absolument pas son sujet. Il faut vraiment faire le distinguo entre cette espèce de forme de culture snobinarde et puis la culture... Oui, parce qu'il y a un certain snobisme avec cette culture de centre-ville et de parisien. Lui, ce qu'il a porté, à mon sens, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il a été capable d'exporter la culture française. Et la culture, ça passe par quoi? Ça passe effectivement par une certaine forme d'art, mais ça passe aussi par l'art culinaire, par nos traditions, par les produits qu'on est capable de fabriquer, qui finalement rentrent dans notre ADN. Parce que quand on a une belle vache de Salaire ou un bon fromage du Cantal, eh bien en réalité, on vend quelque chose qui est unique au monde et que on est les seuls à savoir fabriquer. Donc pour moi, ça fait partie aussi de la culture, de l'identité française. Et pour le coup, ça a été le meilleur voyageur de commerce qu'on ait pu connaître. Je vous livre cette remarque de Philippe, même si ce n'est pas l'objet immédiat de notre discussion, c'est quand même intéressant. En fait, les trahisons dont il a été l'objet le rendent sympathique. C'est vrai que c'était, par exemple, était le cas en 1995, lorsque on le donnait perdant face à Édouard Balladur dans la course à l'Élysée. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, à une autre facette de la vie de Jacques Chirac. Pendant 18 ans, de 1977 à 1995, il a été maire de Paris, le premier maire élu, puisque vous savez que jusque-là, Paris était une municipalité avec un gouvernement complexe où il y avait un conseil municipal, mais c'était l'État à travers le préfet qui était le vrai patron. Écoutez Anne Hidalgo, son successeur, l'actuel maire de Paris, qui explique à quel point Jacques Chirac était un grand maire. C'était un homme dont la force et l'indépendance d'esprit donnaient de la fierté à son pays, à sa ville, Paris, dont il fut le premier maire élu en 1977. C'est lui qui forgea ce pouvoir municipal démocratique, lui qui garantit l'unité de notre capitale, lui qui permit à Paris de rayonner à nouveau dans le monde entier. Il sera à jamais notre maire. Alors, est-ce que c'est surprenant, Adrien Matou, d'entendre une maire socialiste de Paris faire l'éloge d'un ancien maire RPR? Non, parce qu'il y a une forme d'unité déjà après le décès d'une personnalité. Et en plus, la fin du mandat de Jacques Chirac, c'est en 1995, donc ça remonte quand même à...
c'est pas Donc l'opposant. elle est sincère, vous pensez, quand elle dit ça? Elle n'a pas l'air très émue, mais après tout, peut-être que les grandes douleurs sont muettes. Il n'y a pas beaucoup d'emphase dans son discours, c'est sûr. Mais après, la question, est-ce que c'était le meilleur maire de Paris? Il faut quand même préciser que l'échantillon est quand même très réduit. C'est-à-dire que le dernier maire de Paris avant Jacques Chirac, c'était Jules Ferry quand même. Donc bon, il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Vincent Tibéri c'était assez court. Ensuite, je pense que Bertrand Delanoë va... Jean Tibéri, oui. Ouais, Jean Tibéri, pardon, oui. Et je pense que Bertrand Delanoë va aussi faire partie des maires qui ont marqué la ville. Et Anne Hidalgo, l'histoire jugera, pour l'instant c'est trop tôt. Quoi. Elle a marqué, ouais. Il faut voir comment. On ne sait pas dans quel sens. Elle a marqué par le surendettement, la pollution, les embouteillages. Donc c'est sûr que si on compare au dernier mandat en cours, effectivement, on peut dire que Jacques Chirac va manquer peut-être aussi à la ville de Paris. Oui, et on comprend que Laurence Marchantayade ne partira pas forcément en week-end avec Anne Hidalgo. Voici un autre témoignage avant de relancer le débat, celui de Françoise de Panafieux. Elle a été députée de Paris et aussi maire du 17e arrondissement à une époque où c'était le bon temps, la droite était élue dans les 20 arrondissements de Paris. Si Paris avait été un atout pour Jacques Chirac, il a été une vraie chance pour notre capitale. Il y avait le poste était à créer, je veux dire, jusque-là, Paris vivait en préfecture et il a tout de suite rompu avec ce système préfectoral. Les Parisiens ont tout de suite su qu'ils avaient à leur tête un maire, quelqu'un qui était responsable et qu'ils appréciaient, donc ils étaient très fiers quoi qu'ils votent. Ils pouvaient voter pour, ils pouvaient voter contre, mais ils étaient fiers de leur maire. À telle enseigne d'ailleurs qu'ils lui ont offert un grand chelem. Donc, je veux dire, ça a quand même été un maire absolument formidable pour la ville. Voilà, témoignage de Françoise de Panafieux au micro de Figaro Live dans l'émission spéciale que nous avons fait hier. Quand elle parlait de Grand Chelem, ça voulait dire les 20 arrondissements sur 20 emportés par la droite. Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes moins critique pour le bilan de Jacques Chirac, maire de Paris, que pour celui de Chirac, homme d'État? Moi, je suis un homme de la province. Oui. Donc, par conséquent, les problèmes parisiano-parisiens m'échappent un peu. Sincèrement, moi, je dois dire que quand je pense à la mairie de Paris sous l'ère Chirac, je pense immédiatement au tremplin formidable qu'elle a été pour lui, pour sa vie politique. Et puis, naturellement, je suis obligé de penser aux affaires de financement de la vie politique et aux emplois fictifs. Donc, voilà, si objectivement les Parisiens se sont sentis mieux administrés sous Chirac que sous Delanoë, pourquoi pas? Je ne m'opposerai pas à ce sentiment. Mais en revanche, évidemment, Jacques Chirac a quand même détérioré l'image des hommes politiques par les affaires de corruption financière et de corruption du personnel politique et de financement détourné des partis politiques. Et un des moyens qu'il a, semble-t-il, utilisé pour cela, c'est la mairie de Paris. Voilà ce que je retiens de son passage à la mairie de Paris. Ouais. Laurence Marchantayade, c'est vrai que Jacques Chirac a été le premier ancien président de la République à être condamné pour des histoires de financement politique ou d'emploi fictif. D'ailleurs, je ne sais plus dans laquelle des deux affaires d'emploi fictif. Mais effectivement, c'était en l'occurrence des emplois fictifs financés par la mairie de Paris. On ne parle pas beaucoup de ce volet-là, du côté un peu plus sombre. C'est normal, c'est parce que dans une période de deuil, il y a une forme de décence ou peut-être une forme de langue de bois. Je pense que dans une période de deuil, il faut garder une certaine forme de dignité. Les affaires, effectivement, elles ont eu lieu. Il a été condamné, et c'est important de le rappeler, parce qu'on ne peut pas dire que tous les politiques sont exempts de condamnation, comme on l'entend aujourd'hui dans les médias, que la justice serait à double niveau. Non, la preuve, c'est qu'un ancien président a été condamné, et qu'il y en a peut-être d'autres qui vont subir le même genre de condamnation, et tant mieux, parce qu'il faut que la justice passe. Mais est-ce que c'est aujourd'hui le moment d'évoquer ce genre de choses? Je pense que quand une personnalité, comme un ancien président de la République, ou à l'époque c'était Simone Veil, quand ce genre de personnalité meurt, il vaut mieux se rappeler les bons moments, les belles choses, en tout cas les constructions qui ont permis justement à la nation d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et moi je préfère me rappeler les bons moments, et puis le reste de toute façon est inscrit dans l'histoire. Ceci dit, je trouve ça assez positif que, contrairement peut-être il y a une dizaine d'années, on ne s'interdise pas d'en parler. Par exemple, j'ai vu que dans le très bon dossier du Figaro sur la mort de Jacques Chirac, il y avait un article quand même qui rappelait ça, et je trouve quand même ça bien de ne pas l'occulter. Il faut l'évoquer, mais bon, quand on a, par exemple, des journaux sur Internet qui se mettent des
directeurs de journaux sur Internet qui ne parlent que de cet aspect, cet aspect-là d'un président qui est resté pendant 12 ans au gouvernement. Je trouve que réduire 12 années de présidence à une condamnation, c'est faire d'une certaine façon injure à la personne. Alors, nos internautes considèrent majoritairement, à 64%, que Jacques Chirac a été le seul grand maire de Paris. La question a évidemment été un peu provocante peut-être. Quand même ce commentaire de Brunito, je connais très peu Chirac, maire de Paris, mais n'avait-il pas promis de se baigner dans la Seine? Oui, effectivement, malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de le faire. D'autres l'ont fait après. Vous me direz, on ne peut pas non plus se baigner dans la Seine à Rouen en ce moment, donc il n'y a pas qu'à Paris que c'est compliqué. Et Philippe nous dit bien sûr que ce fut un grand maire. Le logement a beaucoup bougé avec lui. C'est même le démarrage d'une belle série de plus-values. Et ça, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est un mettre à l'actif de Jacques Chirac, forcément. D'ailleurs, l'explosion des prix de l'immobilier à Paris, ça a commencé avec Jacques Chirac. Enfin, on en parlait déjà sous Victor Hugo. Dans la les spéculation années immobilière 90, était évoquée. Victor Hugo évoquait déjà la spéculation immobilière à Paris. Donc, eh bien, merci de ce rappel historique et littéraire. Alors, je l'ignorais. Et à Guernesey aussi. C'est dans la Curée, ça, oui. notamment. Enfin, bravo, c'est dans Émile Zola, ça. Mais voilà, c'est aussi Hugo chez Zola. Dit Adrien Matou, vous voyez, on n'invite pas n'importe qui au micro de Point de Vue. Si vous deviez garder un seul souvenir de Jacques Chirac, très très vite, lequel serait-il, Laurence Marchand-Taillade? Moi, c'est une anecdote qui est un peu grivoise, mais où il explique qu'on peut tout greffer, des bras, des cœurs, des reins, mais malheureusement pas de couilles parce qu'il n'y a pas de donneur. Et c'est tellement vrai aujourd'hui. Eh bien, c'est bien que ce soit vous qui nous ayez rappelé cette histoire. Adrien Matou, un souvenir de Jacques Chirac? Le refus de s'engager dans la guerre d'Irak, peut-être la dernière fois que la France a pris une décision souveraine. Guillaume Bernard? Je suis désolé, je reviendrai toujours sur la loi Veil. Et j'avoue que je suis extrêmement choqué que un prêtre puisse dire une messe solennelle à Saint-Sulpice lundi prochain, alors que par la prise de position qu'il a prise, enfin par la position qu'il a eue sur l'avortement, du point de vue catholique, il est excommunié l'athée Saint-Ancier. Merci. Jacques Isabello, un dernier mot? Écoutez, moi je vais mettre de la gaieté. Je dirais cette unité qu'il a créée en 1998 quand on a remporté la Coupe du Monde. Il ne connaissait pas grand-chose au foot, mais il a quand même permis à tous les gens de se retrouver dans une communion nationale. Moi non plus, j'y connaissais rien. Merci beaucoup à tous les quatre points de vue. C'est fini pour ce soir. Excellent week-end à tous. Nous nous retrouverons avec joie lundi prochain.